Bonjour les petits champignons, aujourd'hui nous allons parler du baroque. Alors le mouvement baroque, c'est un mouvement qui est né notamment au milieu du XVIe siècle et qui a duré jusqu'au XVIIIe siècle. C'est un style qui a notamment marqué le marché de l'art, mais aussi l'architecture, des domaines comme la musique, la littérature ou encore la danse. Et donc c'est caractérisé que ce mouvement par justement un mouvement, une dramatisation et puis une exubérance décorative. Donc il faut savoir que le mot baroque à l'origine, c'est un terme qui est plutôt péjoratif. Il est issu notamment du mot barocco, qui est un mot qui désigne notamment une perle qui a une forme un peu irrégulière, et justement qui va s'opposer alors à la rigueur du classicisme, puisque le baroque, c'est lui un style qui va plutôt privilégier l'excès, une sensibilité, la courbe, mais aussi et notamment le spectaculaire. Et ce spectaculaire, il va avoir pour objectif de surprendre et d'émouvoir les spectateurs. Et ce mouvement de grande ampleur que l'on retrouve dans le mouvement baroque, il a été rapidement répandu en Italie pour ensuite venir sur différents grands pays d'Europe. Il faut savoir que cette popularité a notamment été extrêmement encouragée par l'Église catholique romaine, qui avait alors décidé, en réponse à la réforme protestante, que les arts devraient essayer de communiquer beaucoup plus sur des thèmes religieux et avoir une implication qui va être directe et émotionnelle. Et donc, pour solliciter cette émotion, on va solliciter beaucoup plus les sens, et en particulier, évidemment, la vue, justement en portant une attention qui va être plus particulière aux émotions qui vont être ressenties par le spectateur. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir vraiment cette dramaturgie autour de ce mouvement, puisqu'il va devoir essayer d'impressionner le visiteur, mais aussi avec justement des architectures qui vont devenir complexes, des décors en trompe-l'œil. Et on va essayer aussi de submerger les collectionneurs pour leur donner comme le sentiment de posséder des objets qui vont être des œuvres assez rares et originales. Et donc c'est vraiment en opposition totale à l'art qui va être beaucoup plus équilibré de la Renaissance italienne, puisque l'art baroque va plutôt provoquer un étonnement par sa taille, sa complexité, sa richesse des matériaux. Et donc que ce soit par l'architecture, la sculpture ou la peinture, on va essayer de créer un véritable spectacle par des effets de perspective. Et justement, ces artistes vont rechercher ces effets dramatiques et émotionnels en montrant des figures de saints, qu'elles soient dans une situation de martyre ou dans l'extase. Et donc cet abandon à la rigueur classique qui va être au profit d'une expression qui va être plus mouvante, plus psychologique, est à mettre notamment au compte des différents bouleversements qu'il va y avoir autour de la pensée européenne au XVIIe siècle. Que ce soit la révolution copernicienne, qui va modifier la perception que l'on a de l'espace et du cosmos, un temps qui va ne plus apparaître si linéaire, l'Europe qui va découvrir des nouvelles terres, d'autres mondes, que ce soit l'Amérique centrale ou encore l'Amérique du Sud, et ces nouvelles découvertes vont devenir alors des sources un peu de déstabilisation et de remise en question des contemporains du XVIIe siècle. Et il va s'exprimer à travers ce mouvement baroque. L'homme va donc courir après une démesure, va cultiver une certaine illusion et l'ostentatoire afin de fuir justement une destinée qui lui semble assez incertaine pour l'époque. Et donc parmi les différents peintres de cette époque, on va relever de nombreux grands noms, que ce soit Rubens, Rembrandt ou Caravage, qui vont être fortement inspirés par la mythologie, l'histoire ou évidemment la religion. Et donc c'est des toiles qui vont être présentes avec énormément de mouvements, il va y avoir du faste, c'est une certaine théâtralité. Et les artistes vont justement jouer avec ces contrastes, que ce soit à travers des éclairages, des effets de masse. Ils vont privilégier des compositions qui vont être en diagonale, des jeux de perspective, des raccourcis, des trompe-l'œil, créer des illusions. Et on va essayer aussi d'exagérer les traits des personnages, de manière à ce qu'ils soient plus lyriques ou pathétiques, afin d'exacerber les passions humaines. Les corps sont donc représentés dans un état un peu transitoire, en mouvement entre une certaine immobilité. Les toiles les plus emblématiques de cette expression, c'est notamment la conversion de Saint Paul de Caravage, où on va avoir une iconographie religieuse qui va prendre une teinte mystique à travers des scènes de martyrs, justement d'extase et de miracle. Un spectacle funèbre qui va notamment traduire cette fragilité de la vie. Donc quelques exemples d'artistes. Donc déjà Caravage qui évidemment est un héritier de la peinture humaniste de la Renaissance. Il va avoir une approche assez réaliste de la figure humaine. Il va peindre de manière spectaculaire, avec un fond assez sombre qui va notamment énormément choquer ses contemporains et va ouvrir aussi une nouvelle histoire de la peinture. Donc cet artiste, Caravage, de son nom Michelangelo Merisi, va beaucoup révolutionner la peinture du XVIIe siècle, avec un réalisme de ses toiles qui va être assez novateur pour l'époque. Donc il a une vie qui est aussi très turbulente.
Il est empreint de scandales, il a un caractère violent, il fera notamment des séjours en prison pour meurtre, et ça va lui permettre de fréquenter aussi quand même beaucoup les tavernes et les bas-fonds des rues la nuit. Et c'est beaucoup de ses œuvres qui vont donc s'inspirer de ces gens du peuple qu'il côtoie. Les personnages qu'il va peindre dans des scènes religieuses, mythologiques ou profanes, ils vont être traités sous un plan pictural avec le même réalisme que les personnes réelles de ces bas-fonds. Et donc le Caravage va travailler justement dans l'obscurité. Il va s'éclairer uniquement de quelques chandelles qu'il va disposer du même côté, en créant ainsi un clair-obscur. Donc l'objectif de cet artiste, c'est de viser notamment une narration, qui va lui permettre d'associer une action à des personnages qui vont être mis en scène. Donc il ne réalisait pas vraiment de dessin préparatoire, il va peindre principalement ses tableaux directement sur des chevalets, de petits formats pour notamment les demandes privées. Ses plus grandes toiles, elles, vont être plutôt destinées à des églises. On peut notamment penser à des œuvres très importantes de Caravage, comme donc par exemple avec le jeune Bacchus malade de 1591, on reconnaît ici une sorte d'autoportrait qui va être mêlé justement avec le visage de Bacchus, le dieu romain du vin, avec la représentation de l'ivresse et de la nature. Et donc c'est une image assez inhabituelle de la divinité qui va être ici individualisée par ce rapport d'autoportrait avec l'artiste, mais aussi quelque chose d'assez pathétique dans sa représentation. Nous avons aussi par exemple le crucifiement de Saint-Pierre, qui est issu d'une importante commande passée au Caravage pour une église romaine. Donc le peintre ici représente ce que les textes apocryphes disent de Saint-Pierre, qui aurait été crucifié la tête en bas, et donc il va essayer ici dans cette scène de faire un cadrage serré sur des détails plutôt superflus. Caravage essaie de se concentrer sur un essentiel, qui est ici le corps de Pierre, en raccourci. Les trois bourreaux, eux, ont le visage totalement dans l'ombre, et on perçoit seulement la douleur du vieil homme dans une scène qui est loin de la vision glorieuse que l'on peut avoir du martyr chrétien. Une autre œuvre importante, c'est la mort de la Vierge. Ici, on a une composition qui va être plus ample. Un effet de clair-obscur qui va être extrêmement présent, une Vierge qui est représentée défunte et entourée des différents compagnons du Christ. Et son naturalisme dans sa représentation a beaucoup choqué ses contemporains aussi à l'époque, puisqu'en effet, le peintre va montrer ici la Vierge dans une certaine humanité, une banalité. Et le contexte est assez pauvre. On a une résurrection triomphale qui n'est même pas évoquée. Et le peintre est d'ailleurs accusé à l'époque d'avoir utilisé pour modèle une prostituée. Rubens, lui aussi, est un artiste qui va appartenir à ce courant et était diffusé notamment beaucoup dans la région des Flandres. Il a une palette qui est assez éclatante et qui répond notamment à des formes qui sont elles aussi très tourmentées. Donc il va les réaliser lui de grandes compositions qui vont être religieuses, mythologiques ou historiques, et notamment pour différents souverains européens. Donc Rubens, c'est quand même des gigantesques tableaux, qui vont allier à la fois la couleur, le mouvement et une vraie puissance expressive. Mais on ne peut pas le réduire uniquement au courant du baroque. Son œuvre est quand même extrêmement immense et va s'autoriser différents angles, quitte à s'éloigner justement des différentes divinités antiques et des épisodes bibliques. Par exemple, l'adoration des bergers de 1608, qui représente lui en l'occurrence un épisode biblique qui concerne la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Et on a des bergers qui sont proches de Bethléem, qui sont informés ici par les anges de la venue du Sauveur. Ils se rendent à la crèche pour se prosterner devant l'enfant Jésus. Et ce tableau est typiquement caravagesque dans leur utilisation justement de ce clair-obscur, avec uniquement une source de lumière ici en bas à droite de la peinture. Une autre œuvre importante de Rubens, c'est l'élévation de la croix, qui est une des œuvres les plus célèbres du mouvement baroque, puisqu'il s'agit en l'occurrence ici d'une partie centrale d'un triptyque qui était destiné à l'église de Saint-Walburg à Anvers. L'influence ici du baroque italien, elle est marquée par la mise en évidence notamment de la musculature du Christ et évidemment toujours du jeu d'ombre et de la lumière. Avec les trois grâces par exemple, Rubens nous présente trois divinités de la mythologie grecque antique, dites les grâces. À l'origine, ce sont des divinités de la nature, qui sont considérées généralement par la suite comme des compagnes de Aphrodite ou de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Et celui-ci va aussi représenter des portraits, notamment le chapeau de paille ou Suzanne Formand en 1622. Il représente ici, en réalité, la sœur aînée d'Hélène, la seconde épouse de Rubens. Et Rubens va l'utiliser énormément dans ses représentations comme modèle. Et il va choisir en réalité une certaine retenue chromatique ici pour la représentation. Il va accentuer d'ailleurs un caractère assez intemporel, où seules les manches écarlates vont offrir un contrepoint aux différentes nuances de gris, de noir et de blanc qui sont représentées sur la figure. Le ciel nuageux, lui, à l'arrière-plan, va plutôt maintenir une dominante grise et va permettre à l'artiste de placer le visage sur un fond bleu. Un autre artiste majeur, celui-ci de l'école hollandaise, c'est Rembrandt, qui est l'une des grandes figures du baroque, puisqu'il est peintre et graveur. Plutôt réputé solitaire et indépendant, il a notamment représenté ses contemporains, en se rendant célèbre par ce que l'on nomme évidemment ce fameux clair-obscur. Et donc il a justement beaucoup été aidé par cet essor du protestantisme, où il a essayé de renouveler l'image du Christ, un être humble et humain,
Il a aussi renouvelé le genre de l'autoportrait et du portrait de groupe. Donc, par exemple, ses œuvres les plus connues sont la leçon de l'anatomie du Dr Tulte de 1632, qui est donc ici une commande de la Guilde des chirurgiens, une toile qui va ici représenter le Dr Tulp, en train de procéder à une dissection. Donc il est en train de donner une leçon d'anatomie devant un parterre de confrères qui sont ici attentifs, assez incrédules, qui vont observer le corps cadavérique ouvert mais qui garde une certaine part de mystère. Et ici l'artiste va mettre en exergue notamment les mains du chirurgien qui va adopter une attitude assez professorale. Et donc en fait cette toile est là pour au final révéler une certaine effervescence de l'époque autour de la découverte du fonctionnement du corps humain avec notamment l'essor des différentes sciences. Nous avons évidemment le cultissime La Ronde de Nuit de 1642. Donc ça représente une milice qui va être composée de différentes gardes civiles qui sont ici chargées d'assurer la sécurité de la ville. L'œuvre a de frappantes son réalisme, mais aussi l'événement qui est immortalisé et qui reste assez imprécis, puisqu'on ne sait pas exactement quelle scène elle représente. Elle est énigmatique. On a la présence de personnages qui n'ont rien à y faire, une petite fille en robe jaune, ou d'une composition qui est assez complexe. Nous avons aussi par exemple les pèlerins d'Emmaüs, qui est une scène tirée ici de la Bible, qui représente donc le Christ après sa résurrection. Il combine évidemment ces deux natures humaines et divines, mais l'artiste ici essaie de parvenir à cet effet grâce à notamment une maîtrise aboutie du clair-obscur. Par exemple, l'autoportrait de Rembrandt en 1651 a même été parfois jusqu'à se travestir lors de ses autoportraits. Donc il ne cherchait pas à s'idéaliser, mais au contraire de montrer son vieillissement et ses différentes émotions au cours de sa vie. L'important, ici, c'est toujours évidemment cette grande maîtrise du clair-obscur dans ses différents portraits. Nous avons aussi l'artiste Velázquez, qui est lui un maître espagnol du XVIIe siècle, et va être un acteur majeur dans le baroque européen. Il va être notamment adulé par sa capacité à saisir une certaine lumière naturelle, mais aussi la psychologie de ses différents modèles. Donc Velázquez cherche justement à saisir cette atmosphère, à représenter un espace qui va entourer ses personnages, en développant un réalisme qui va être assez saisissant dans ses portraits, où il va justement capter cette psychologie, les émotions des différents modèles qu'il essaye de capturer au sein de ses toiles. Par exemple, nous avons comme œuvre Vénus à son miroir, de 1647, qui représente ici un nu, sensuel, allongé, comme une évocation de Vénus dans les arts antiques et italiens. Mais il se démarque par une certaine position. Ici, le personnage est de dos. Mais aussi un réalisme, avec ici la présence du reflet dans le miroir. Le visage reflété est ici épais et brouillé, et apparaît en total décalage avec un corps idéalisé de cette représentation déifiée de la femme. Une représentation d'une métaphore de désir, d'inaccessibilité, mais toujours un peu fuyant. Une des œuvres les plus connues aussi de Velázquez, c'est évidemment le portrait du pape Innocent X, avec un portrait assez saisissant de naturel. Donc le souverain pontife qui avait justement posé pour l'artiste était assez tendu, et cette impression va être renforcée ici par l'usage de différents tons rouges qui sont assez omniprésents, notamment dans le vêtement et le décor, et vont essayer d'accentuer l'agressivité du personnage. Une touche qui va être prise d'une grande liberté. Puis nous avons aussi les Ménines, évidemment de 1656, qui est un tableau le plus célèbre. Un portrait de groupe de composition particulièrement complexe. Une cour qui entoure l'infante Marguerite et Thérèse d'Autriche. Derrière eux, nous avons Velázquez qui se représente lui-même en train de peindre, et tandis que dans un miroir, nous avons le couple royal qui est reflété. Ici, le peintre va montrer sa maîtrise de la composition, de la perspective, mais aussi des effets de lumière. Pierre de Cortone est un peintre et architecte. Et va lier ces deux médiums dont il est l'un des plus grands représentants, en essayant notamment de concilier l'art et un discours grandiose. Nous avons notamment comme œuvre la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Martine, vers 1643. L'artiste va être assez impressionné par la découverte notamment de reliques de Sainte Martine, ce qui va déclencher chez lui une certaine dévotion particulière pour cette sainte martyre. Dans sa version, ici, Jésus tient une pomme, traditionnel emblème de la rédemption, et la jeune Vierge, elle porte la palme, assurance de son salut et du symbole des martyrs, ainsi que l'instrument de son supplice. Une composition qui va être empreinte notamment énormément d'émotions, une dévotion qui va participer à un certain renouveau d'une piété qui va être liée au premier conte chrétien dans justement contexte très marqué par cette contre-réforme catholique. Ici, Pierre de Cortone va créer une sorte de forte expression, une certaine majesté et une puissance, par un savant dynamisme, différentes postures et des drapés représentés au sein de cette peinture. Mais nous avons aussi par exemple, lié à l'architecture, ici le plafond du palais de Barberini à Rome, en 1633. Un décor assez spectaculaire dans un palais romain, à la gloire de la famille des commanditaires les Barberini. Il s'agit notamment d'une allégorie de la Providence, qui est à l'origine du différent pouvoir divin et de leur prospérité. Donc ici,
Il fait des effets assez illusionnistes qui vont submerger le spectateur. Une fresque qui est remplie de différents personnages totalement en mouvement qui se mêlent aux nuages. Une œuvre qui est assez majeure dans l'histoire du baroque. Nous avons aussi l'enlèvement des Sabines, qui est un tableau, lui, réalisé en 1629. Ici, une composition dynamique, représentant un épisode légendaire de l'histoire de Rome, au cours de laquelle les premières générations d'hommes romains se sont procurés leurs femmes en les enlevant dans d'autres régions, notamment aux Sabins. Cette œuvre, c'est donc une peinture de la période classique, mais qui appartient au style baroque. Andrea Pozzo, par exemple, avec la gloire de Saint Ignace de Loyola, à l'église de Saint Ignacio à Rome, fait une peinture en trompe-l'œil. Il s'agit d'une réalisation ici qui a des calculs assez précis, et notamment au niveau de la perspective. Il peint des marches, des piliers, des balcons pour créer une architecture assez fantastique. Une voûte qui s'ouvre à différents sommets sur le ciel, sur des torsades de nuages qui entourent les pilastres, et porte des anges ou des saints. Cette architecture assez compliquée de colonnes et de balcons est peuplée de différents personnages qui sont peints sur une simple voûte en demi-cercle. Et pour admirer ce plafond ouvert sur les cieux, il est nécessaire donc de se placer dans un endroit signalé au sol, sous le Christ, qui est le point d'où partent toutes les lignes de fuite. Une représentation de l'apothéose de Saint Ignace. Le rayon de lumière, lui, baigne de lumière Saint Ignace, et redistribué aux chaque point du monde, illustrant l'engagement du missionnaire des Jésuites. Les couleurs sont, elles, chaudes, des couleurs de feu, avec des contrastes marqués et plus vifs sur les visages et les vêtements des personnages afin d'attirer notre regard. Les sculpteurs. Alors, la sculpture baroque, avec notamment son meilleur représentant, le Bernin. Puisque les sculptures baroques vont utiliser des marbres plutôt colorés et vont faire prendre à leurs mannequins des positions assez extravagantes. Des représentations de groupes de personnages qui vont prendre une importance assez nouvelle. On va y trouver un mouvement dynamique avec des formes en spirale qui vont atteindre l'espace extérieur environnant. Des sculptures baroques qui peuvent être appréciées sous différents angles, puisque justement représentent une certaine évolution par rapport à la sculpture qui va être produite pour la Renaissance. Ils vont s'éloigner de la sculpture, créée en rond, en étant conçue pour être placée au milieu de grands espaces. Et le Bernin était vraiment le plus apprécié pour sa sculpture. Il avait une virtuosité avec le marbre, une véritable capacité à créer des figures qui vont allier le physique et le spirituel. Par exemple, c'est à lui qu'on doit l'œuvre la plus représentative de cet art baroque, qui est l'Extase de Sainte Thérèse. Et juste cette sculpture permet de comprendre le baroque. Nous avons Thérèse d'Avila qui est idéalisée, placée dans un décor imaginaire, qui vit une expérience mystique, une illumination spirituelle dans un mélange de ferveur religieuse, mais aussi d'érotisme. On a ici, avec la fontaine donc des 4 fleuves, qui permet de regrouper harmonieusement différentes statues dans un espace ouvert, où vont se mêler les feuillages, différents bassins et les eaux courantes, avec des lumières qui sont changeantes. Un autre exemple du travail de Le Bernin, c'est Apollon et Daphné en 1622. Nous avons ici une représentation du thème des métamorphoses, qui va être inspiré notamment des mythes ovidiens, qui est très cher aux artistes baroques. Il offre ici un défi, où il va essayer de saisir un moment de transition, un passage entre deux états, en transition. Ici, la transformation de la nymphe en laurier, et qui s'élève comme ça, de manière tourbillonnante, de manière assez sensuelle, mais aussi très dramatique. Nous avons aussi l'architecture. Par exemple, on peut considérer que la basilique Saint-Pierre, édifiée par Michel-Ange, est un précurseur au mouvement du baroque en architecture par ses dimensions assez colossales et inédites. Un aspect assez massif et chargé par un jeu énormément de volume, de vide et de double colonnade. Mais le premier monument qui va mettre parfaitement en œuvre cette opulence, cette théâtralité, cette créativité très symbolique du baroque, c'est l'église du Gesù à Rome, qu'on doit notamment à l'architecte Giacomo della Porta. Et donc l'architecte va ici, grâce à différents progrès techniques, créer des nerfs qui vont être beaucoup plus élargis et vont adapter des formes assez rondes. On va recourir à un ornement qui va être outrancier, du faux marbre, des anges, des volutes, pyrales, des rocailles, des trompe-l'œil. On joue avec la lumière, on joue avec le clair-obscur. La théâtralité ici se démarque et on ose mettre en scène des autels, un espace en hauteur entouré de colonnes peuplées d'anges et de saints qui sont en représentation, le tout surnommé de part des autres par des rideaux. Et donc on va utiliser les formes antiques, romaines ou grecques. Et le baroque en fait se distingue ici par son innovation et sa créativité. C'est un triomphe qui fut prompt et universel à la fois dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans l'art, la littérature, la danse, à travers toute l'Europe, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et on en parle encore aujourd'hui avec beaucoup de ferveur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.